Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il se fait tard et pourtant j'aurais voulu vous parler, vous entretenir ce soir assez longtemps pour pouvoir vous communiquer un certain nombre d'informations qui me paraissent essentielles. Hélas, je serais bien obligé de me résumer. Mais j'essaierai, autant que faire se peut, de vous communiquer quand même l'essentiel du thème de ma conférence. Aujourd'hui, en effet, nous devons parler de l'apport de l'Afrique à la civilisation universelle. De quoi s'agit-il? L'Afrique passe pour être un continent fruste qui n'a presque rien apporté à la civilisation. On parle souvent du rendez-vous du donner et du recevoir, en supposant que d'ici là, l'Afrique aura fait ses preuves et que, peut-être, dans la phase ultime du développement de la civilisation universelle, l'Afrique apportera quelque chose à l'humanité. C'est vraiment renverser le courant de l'évolution et raconter l'histoire à rebours que de concevoir le développement historique de cette façon. Parce que c'est bien le continent africain qui fut à l'origine de tout le développement de la civilisation. Je voudrais seulement saisir 3 grandes étapes de cette évolution et m'entretenir avec vous là-dessus. Au tout début donc, maintenant cette question ne se discute plus âprement, mais il y a une trentaine d'années, pour être sérieux, il ne fallait pas considérer que l'Afrique puisse être réellement le berceau de l'humanité. C'était une idée qui paraissait extrêmement saugrenue et il fallait même faire preuve d'un grand courage intellectuel pour avancer une telle pensée. Depuis, la recherche s'est développée et vous en connaissez les résultats. Nous savons aujourd'hui que l'Afrique est bien le berceau de l'humanité. Mais vous me direz tout de suite que le berceau de l'humanité, on a dit que c'est un berceau à roulettes et qu'il passe d'un continent à l'autre. En fait, ceci est inexact. Ce berceau, on l'a placé au début en Asie, pour des raisons bien connues, relevant de la tradition biblique et aussi des apparences. C'est en Asie que se trouvent les 3 races. On a en Asie des noirs, des blancs et des jaunes, et la tradition biblique aussi plaçait le berceau de l'humanité sur ce continent. De la sorte, les premiers archéologues, tels Sir Bernard Boulay, ont essayé de vérifier la véracité biblique. Donc, des fouilles ont été entreprises en Mésopotamie pour montrer que le déluge a bien eu lieu et que la Bible a dit vrai. En Asie, on a trouvé le Pithecanthrope. Ces minces éléments ont suffi pour placer le berceau de l'humanité en Asie. Mais dès que la recherche s'est intensifiée, on s'est aperçu que c'est vers l'Afrique plutôt qu'il faut regarder, d'autant plus que des auteurs comme Darwin avaient déjà suggéré cette idée-là. Maintenant, les fossiles et les vestiges trouvés en Afrique ne laissent plus aucun doute sur le fait que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et depuis que le berceau a été placé en Afrique, je vous l'ai dit, il ne l'a plus quitté. Et chaque jour, la recherche dans le domaine de la
préhistoire, en matière, dans le domaine de l'archéologie préhistorique, prouve que l'Afrique est bel et bien le berceau de l'humanité. 6 spécimens d'hommes, si on peut les appeler ainsi, le terme est relativement impropre pour certains d'entre eux, mais pour nous exprimer d'une façon imagée, disons que 6 spécimens d'hommes sont nés en Afrique, ont vu le jour en Afrique. Les 3 premiers n'ont pas atteint, semble-t-il, dans l'état actuel de la recherche, un potentiel d'expansion suffisant pour sortir de l'Afrique. Mais les 3 autres en sont sortis pour peupler les autres continents. Les 3 premiers sont l'Australopithèque robustus, ce sont des noms barbares, je ne m'attarderai pas sur ces questions-là. C'est donc l'Australopithèque robustus, l'Australopithèque gracile et l'Homo habilis. Ces 3 spécimens, on ne les trouve pas sur les autres continents dans l'état actuel de l'archéologie préhistorique, de la recherche dans le domaine de l'archéologie préhistorique. Mais l'Homo erectus, qui est apparu en Afrique il y a environ 2 millions d'années, l'homme de Néandertal, que l'on appelle maintenant, et que l'on appelait aussi l'Homo faber, et que l'on appelle maintenant l'Homo sapiens, ainsi que l'Homo sapiens sapiens, ces 3 variétés sont sorties de l'Afrique pour aller peupler le reste du monde. L'Homo erectus est sorti de l'Afrique très probablement vers 1 700 000 ans. Il y avait 2 voies de sortie pour cette humanité, soit par l'isthme de Suez, soit aussi par le détroit de Gibraltar. Ce sont les voies qui ont été pratiquées par la première humanité née en Afrique sous la latitude du Kenya, dans cette région de l'Afrique de l'Est, qui comprend à la fois l'Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie et même l'Afrique du Sud. Donc, cette humanité qui est née dans cette région est sortie de l'Afrique par l'isthme de Suez et par le détroit de Gibraltar. L'Homo erectus est entré en Europe il y a environ 400 000 ans. Il a été suivi par l'homme de Néandertal, très probablement vers 100 000 ans ou 150 000 ans. Et l'Homo sapiens sapiens lui-même, c'est-à-dire l'homme qui est à la fois comme vous et moi, c'est la dernière forme, si vous voulez, de l'humanité. L'Homo sapiens sapiens est sorti de l'Afrique il y a 40 000 ans et est allé peupler également l'Europe. Voilà donc le processus de la formation, si vous voulez, de l'humanité, de l'apparition de l'humanité, et aussi le déplacement de cette humanité vers les autres continents. Si l'humanité était restée seulement en Afrique, elle ne se serait pas différenciée en races. Le continent africain présente une climatologie qui ne justifie pas extrêmement la différenciation raciale. Donc la race est une notion géographique. Et c'est parce que l'Homo sapiens sapiens est sorti de l'Afrique il y a 40 000 ans pour aller peupler l'Europe en particulier, qu'il est entré en Espagne et en France, qu'il a séjourné dans cette région dans des conditions extrêmement dures, parce que c'est pendant la dernière glaciation Würmienne qui a duré 100 000 ans que l'Homo sapiens sapiens est sorti de l'Afrique. Donc c'est parce que cet Homo sapiens est sorti de l'Afrique pour aller en Europe, dans ces conditions très spécifiques, qu'il s'est opéré une différenciation raciale. L'humanité qui est née en Afrique il y a 120 000 ans, en l'espèce de l'Homo sapiens sapiens, cette humanité était nécessairement négroïde, comme vous le savez.
Vous savez bien que les organismes supérieurs nés sous la latitude du Kenya, pour survivre dans les conditions de la préhistoire, devaient être nécessairement pigmentés. L'organisme devait être nécessairement protégé du flux des rayons ultraviolets sous la latitude du Kenya pour pouvoir survivre. Donc, l'écran de mélanine est fonctionnel. C'est un bouclier qui protège l'organisme des rayons ultraviolets pour lui permettre de survivre. Et c'est la raison pour laquelle cette humanité qui est née par hasard en Afrique était nécessairement négroïde. En émigrant dans les conditions de la préhistoire pour aller en Europe, elle s'est adaptée à d'autres conditions diamétralement opposées aux conditions de vie de l'Afrique. Et c'est pour ça que progressivement, elle a blanchi pour devenir leucoderme. Ce laps de temps est évalué à peu près à 20 000 ans si nous considérons la date, l'époque de l'entrée de l'homme de Grimaldi, c'est-à-dire du premier Africain en Europe. L'homme de Grimaldi, ainsi qu'on l'appelle, est entré en Europe il y a 40 000 ans. Il est resté sur place, il a évolué sur place jusqu'à moins 20 000 ans, pour qu'apparaisse pour la première fois sur la planète la morphologie du leucoderme et par conséquent le type humain qu'on appelle la race de Cro-Magnon. Il faudra encore attendre 15 000 ans pour qu'apparaisse le type que l'on appelle communément l'homme de la chancelade et qui serait le prototype du jaune. Pendant le Paléolithique supérieur, donc, voilà les trois races qui vont exister dans les conditions de la glaciation burmienne. Et la toute première, qui est la race noire, s'est étendue de l'Europe de l'Ouest jusqu'au lac Baïkal, à travers la Crimée, le bassin du Don, toute la région de l'Europe actuelle. Partout, on trouvait, il y a 32 000 ans, on ne trouvait qu'une seule humanité homogène, qui était cette humanité négroïde, qui, en s'expatriant, se différenciait aussi. C'est la même humanité aussi qui a fini, vers moins 15 000 ans, qui a traversé le détroit de Bering pour aller peupler également les trois Amériques. Justement, le peuplement de l'Amérique est une confirmation de l'origine monogénétique de l'humanité, parce qu'en Amérique, vous avez toutes les transitions climatiques depuis la Terre de Feu jusqu'en Alaska. Vous avez donc toutes les zones climatiques possibles qui existent. Mais l'Amérique n'a pas connu d'homme fossile. Il n'y a pas, par exemple, en Amérique, ni d'Homo erectus, ni d'Australopithèque robustus, ni d'Australopithèque gracile, ni d'Homo habilis, ni d'Homo erectus. Parce que comme je vous ai dit que les trois premières variétés ne sont pas sorties de l'Afrique, c'est tout à fait normal qu'on ne les trouve pas en Amérique, mais l'Homo erectus est bien sorti de l'Afrique et on ne le trouve pas en Amérique. De même, l'homme de Néandertal est sorti de l'Afrique et on ne le trouve pas non plus en Amérique. Donc, nous voyons bien que l'origine monogénétique de l'humanité, qui au premier abord paraissait relativement invraisemblable, est confirmée par l'archéologie préhistorique. Si j'avais le temps, j'aurais parlé de la philosophie qui sous-tend les deux thèses qui s'affrontent aujourd'hui dans le domaine de l'hominisation et de la théorie de l'hominisation. Vous savez bien qu'il y a la thèse monogénétique qui s'appuie sur toutes ces données de l'archéologie préhistorique, mais à côté aussi, il y a la thèse polycentrique qui voudrait que certaines conditions étant réunies, la nature ait créé ici un homme jaune, là un homme blanc et ailleurs un homme noir. Cette thèse, qui est aussi la thèse du bon sens, eh bien, elle n'est pas confirmée.
par les faits d'archéologie préhistorique. Et lorsqu'on y regarde de près, elle est même la plus invraisemblable parce qu'il est extrêmement improbable que la nature, au cours de son évolution, passe 2 fois par le même point. Bref, c'est la thèse monogénétique qui est confirmée. La thèse polycentrique est sous-tendue aussi par des préoccupations, disons, raciales, pour ne pas dire racistes. Tout ce que je vous dis sur l'origine de l'humanité ne doit pas nous inciter à tirer la moindre gloriole, si je puis dire, du fait. Il nous faut seulement considérer que c'est un fait du hasard. Mais si on le perd de vue, on explique l'évolution à rebours que vous disiez, et on enlève l'appétit intellectuel aux chercheurs et aux étudiants. C'est donc le seul intérêt que présente cette thèse, c'est parce qu'elle est conforme à l'évolution réelle, au processus réel d'hominisation, donc elle est conforme à la science, et prendre le contre-pied, c'est donc prendre le contre-pied de la science. C'est voilà donc l'intérêt surtout qu'il faut attacher à cette théorie de l'apparition de l'homme en Afrique. Vous voyez donc au tout début, par le plus grand des hasards, l'Afrique a vu naître l'humanité et le peuplement du reste du monde s'est fait à partir de l'Afrique. Et les hommes qui sont sortis de l'Afrique ne sont pas sortis de l'Afrique les mains nues. Ce sont des hommes qui sont sortis avec toute leur industrie constituée. L'homme de l'Aurignacien avait inventé une industrie justement. Le Grimaldien, comme je l'ai appelé tout à l'heure, il a inventé une industrie qu'on appelle l'industrie aurignacienne. C'est ainsi qu'on l'a caractérisé une fois qu'il est arrivé en France. Mais cet homme est entré en Europe avec son industrie bien constituée. L'industrie aurignacienne dont cet homme est responsable n'est pas née en Europe. Elle a été inventée de l'extérieur. Et les inventions qui se situaient au niveau de la pierre à cette époque étaient de véritables révolutions. Cela aussi, il ne faut pas le perdre de vue. C'était le sommet du progrès. C'était au moment où l'homme devait affronter la nature, une nature quasi vierge, n'est-ce pas, pour la dompter. Et dans ces conditions-là, qui étaient des conditions extrêmement dures que l'imagination peut à peine aujourd'hui reproduire, les hommes, à cette époque-là, c'est l'Afrique qui a porté aux autres continents. Et nous sortons de la préhistoire et nous entrons dans la période historique proprement dite. Je passe très vite. La période historique proprement dite, elle est caractérisée par l'apparition de l'écriture. Là encore, c'est la vallée du Nil qui devance le reste de l'humanité pour des raisons bien simples. L'évolution de l'Europe était retardée par justement cette fameuse glaciation vurmienne dont je viens de vous parler, qui, ayant duré 100 000 ans, s'étend par conséquent de moins 80 000 à moins 10 000. Voyez. Donc, pendant toute cette période, l'évolution de l'Europe étant retardée, l'Afrique a évolué normalement. L'Afrique a connu seulement des périodes tantôt sèches, tantôt des périodes pluviales. Donc, a évolué selon un rythme relativement normal. Et le processus cumulatif de la civilisation était donc plus intense en Afrique qu'en Europe où on vivait dans des grottes. Il en résulte tout de même le fait que l'Afrique entre, la première dans la période historique, et dès la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ, l'Afrique invente l'écriture. Et à partir de moins 3300, nous avons des documents écrits, nous pouvons suivre l'évolution de l'Afrique dans la vallée du Nil. En moins 4236, l'Afrique invente déjà un calendrier sidéral. Le calendrier sidéral fondé sur le lever d'une étoile du ciel, qui est l'étoile la plus brillante du ciel, l'étoile Sirius, qui est dans la constellation du Grand Chien, c'est l'étoile la plus brillante du ciel. Les Égyptiens, en moins 4236, avaient déjà remarqué que cette étoile
se lève en même temps que le soleil, pratiquement, sous la latitude de Memphis, tous les 1460 ans. Et c'était la base de leur calendrier. Donc c'était un repère chronologique absolu, pour ainsi dire. Imaginez le soleil, un phénomène aussi fugace, le soleil qui se lève en même temps qu'une étoile. Le phénomène ne dure que quelques secondes, à peine moins d'une minute. Et il ne se reproduira plus avant 1460. L'année suivante, si vous regardez, si vous mettez sous la même latitude pour regarder le soleil et cette étoile en question, vous constaterez qu'il y a un écart d'un quart de jour. Et la deuxième année, vous constaterez qu'il y a un écart d'une demi-journée. Et au bout de 4 ans, vous constaterez qu'il y a un écart d'une journée. Par conséquent, dès moins 4236, les Égyptiens connaissaient l'année bissextile et pouvaient très bien, tous les 4 ans, ajouter au calendrier de 365 jours un quart, donc tous les 4 ans, ajouter un jour pour créer une année bissextile. Mais ils ont préféré, au lieu de rectifier tous les 4 ans, suivre l'évolution du phénomène pendant 1460 ans pour ajouter une année de plus. Et ce calendrier, les Égyptiens y tenaient à tel point que le pharaon avait créé un service spécial pour suivre l'écart à travers le temps entre le calendrier sidéral et le calendrier ordinaire. C'est donc, et nous connaissons, les levées héliaques, n'est-ce pas, qui jalonnent l'histoire égyptienne. Donc, ceci pour montrer que l'Égypte est entrée dans la période historique avec des connaissances astronomiques précises. Et sur ce point, l'unanimité est presque faite pour tous les spécialistes. On sait que l'Égyptien connaissait une méthode de détermination des phases de la Lune qui n'avait rien à voir avec les méthodes qui seront inventées ultérieurement. Et tandis que l'Égyptien avait ainsi maîtrisé dès la plus ancienne époque les mouvements du ciel, en Mésopotamie, les observations étaient extrêmement nombreuses, mais la Mésopotamie n'a jamais réussi, quoi qu'on ait dit sur l'astronomie mésopotamienne. Il aurait été plus correct de parler de l'astrologie mésopotamienne. Bien que des observations nombreuses aient été faites et des observations pertinentes, la Mésopotamie n'a jamais pu avoir un calendrier régulier ou digne de ce nom. Vous savez qu'en Mésopotamie, il y a eu les éphémérides et que presque jusqu'à la fin de l'histoire mésopotamienne, le roi ajoutait, quand l'année, n'est-ce pas, quand l'écart était très grand, de temps en temps, on ajoutait un 13e ou un 14e mois. Et on a été obligé, vers la basse époque, d'inventer les éphémérides pour essayer de voir les périodes de levée, les dates de levée, par exemple, d'apparition de la Lune. Dans le domaine proprement scientifique, c'est également déjà sous l'Ancien Empire, en tout cas sous Djoser, en 2778 déjà, tous les éléments technologiques de la civilisation égyptienne étaient en place. Qu'il s'agisse de la médecine, qu'il s'agisse de la mathématique, la géométrie, comme l'algèbre ou la trigonométrie, qu'il s'agisse de la mécanique ou de l'architecture, tous les éléments technologiques de la civilisation égyptienne étaient déjà en place sous la 3e dynastie. Je vous montrerai tout à l'heure le pharaon de cette époque, qui a justement un type africain affirmé, et c'est sous ce pharaon que vivait le grand savant polyvalent que les Grecs avaient divinisé et qui s'appelle Imhotep. Et on pense que Imhotep était à l'origine de la plupart des inventions du temps de Djoser. C'est de cette époque également que date la pierre de taille, l'architecture en pierre de taille.
Concernant les mathématiques égyptiennes, il faut dire que la géométrie égyptienne était une géométrie rigoureuse, aussi par opposition à la géométrie mésopotamienne. Nous avons un papyrus qui est très connu, qui est le papyrus Rind, où le scribe a recopié des textes plus anciens remontant justement à l'Ancien Empire, comme il l'a dit lui-même. Nous avons également le papyrus de Moscou, où il y a des exercices mathématiques d'un très haut niveau qui donnent une idée précisément des connaissances mathématiques que les Égyptiens avaient assimilées et qu'ils vont ensuite transmettre aux Grecs, lesquels Grecs seront Pythagore, d'abord Thalès de Milet, Pythagore, Platon lui-même, Eudoxe et bien d'autres. Et surtout Archimède aussi. Nous verrons tout à l'heure les problèmes qui sont traités dans le papyrus Rind. Donc je ne vous en parlerai pas deux fois. Mais si nous prenons le papyrus de Moscou, il y a deux types de problèmes qui sont traités et qui donnent une idée du niveau d'abstraction mathématique atteint par l'Égyptien, parce qu'on a l'habitude de dire que la mathématique égyptienne était une mathématique empirique et que seule la Grèce a fait la théorie, C'est absolument inexact et vous ne trouverez jamais une telle affirmation sous la plume précisément d'un savant grec d'époque, encore moins sous la plume de ces savants-là même qui étaient allés s'initier en Égypte. Vous ne le trouverez pas chez Pythagore, puisque nous n'avons pas une seule ligne de Pythagore, rien du tout. Vous ne le trouverez pas chez Thalès. Thalès n'a pas écrit une seule ligne sur les mathématiques. On lui a attribué un théorème très discutable, nous le verrons tout à l'heure. Thalès a écrit tout au plus une lettre discutable à Phérécyde, et dans laquelle il disait à Phérécyde, si toutefois cette lettre était authentique, qu'il n'aimait pas écrire, et que donc il préférait voyager. Voilà tout ce que nous avons de Thalès. Sinon, nous avons la biographie donnée par Diogène Laërce, où on lui attribue l'année de 365 jours inventée par les Égyptiens à la proto-histoire. Voyez. Donc, la mathématique égyptienne, dans le papyrus de Moscou, révèle deux problèmes. Le problème contient deux problèmes, parmi d'autres. Un problème sur le tronc, le volume, le calcul du volume du tronc de pyramide. Pour calculer le volume du tronc de pyramide, vous savez que c'est égal à 1 tiers de H, facteur de A2 plus AB plus B2, A et B étant, si vous voulez, les côtés des carrés du sommet et de la base. Donc, vous avez là une expression analytique à laquelle il est impossible, n'est-ce pas, d'accéder par pur empirisme. Il n'est pas possible d'atteindre une telle expression analytique par des considérations empiriques. La preuve, la géométrie mésopotamienne, qui est une géométrie inexacte et qui est une géométrie empirique, a donné du volume du tronc de pyramide une formule qui n'est pas approximative mais qui est grossièrement fausse. Par exemple, la mathématique mésopotamienne donne le volume V égale H sur 2 et non pas sur 3, facteur de A2 plus B2 et le terme AB est oublié. Donc c'est une formule qui est tout simplement inexacte. Et voilà l'exemple d'une mathématique empirique. Et il en est de même, le même papyrus contient le problème, donc un autre problème, qui est l'exercice numéro 10, qui porte sur le volume de la sphère. Ceux d'entre vous qui se sont intéressés aux mathématiques, les mathématiciens qui sont dans la salle, savent combien il est difficile d'étudier les surfaces courbes, et ils savent surtout qu'on ne peut pas donner la formule rigoureuse de la surface de la sphère, comme les Égyptiens l'ont fait dans l'exercice numéro 10 du papyrus de Moscou,
c'est-à-dire donc 4πr2, qui est la formule moderne, de même que la formule que je vous ai donnée tout à l'heure pour le tronc du volume de pyramide correspond à la formule moderne. Eh bien, vous savez bien qu'une telle formule, on ne peut pas y accéder, justement, par des voies empiriques. Rien que ces deux exemples montrent donc le côté hautement théorique de la mathématique égyptienne. Et n'oubliez pas, justement, ce que contient l'épitaphe d'Archimède, qui passe pour être le plus grand mathématicien grec de l'Antiquité. Archimède, parmi toutes les découvertes qu'il avait faites, considérait précisément que la plus belle de toutes, c'était la surface de la sphère, avec le cylindre exscrit. Et c'est la raison pour laquelle il avait choisi cette figure comme épitaphe. Et quand Cicéron a trouvé son tombeau, sa tombe en Sicile, en Syracuse, eh bien, il a été guidé par cette figure qu'on a retrouvée, précisément, sur la dalle. Et c'est comme ça qu'on a identifié le tombeau d'Archimède. Eh bien, cette figure, les Égyptiens l'avaient tracée tout simplement 2000 ans avant la naissance d'Archimède. Et c'est ce que prouve aujourd'hui la recherche historique sur la base strictement des documents dont l'humanité dispose. Et ce que je vous dis là, bien d'autres théoriciens le savent et le disent également aussi. Il y a des chercheurs de bonne foi répartis dans le monde qui reconnaissent ces faits, mais ces faits ne sortent pas des laboratoires. Donc le sens un peu de cette conférence, c'est aussi de vous mettre au courant de tout ce qui est acquis depuis longtemps, mais qui, faute de vulgarisation, reste justement dans les bibliothèques. Il en est de même de l'arithmétique égyptienne. Les Égyptiens avaient inventé ce que nous pourrions considérer aujourd'hui dans nos calculs comme une table de logarithmes, c'est-à-dire une décomposition des fractions. Des fractions de numérateur 2 sur n. Mais n étant un nombre impair. Et donc, ils partent de 2 sur 3 jusqu'à 2 sur 101. Et cette décomposition, 2 sur 3 jusqu'à 2 sur 101, et ils les décomposent en une série de fractions de numérateurs égales toujours à l'unité. Une somme donc de fractions de numérateurs égales à l'unité. Et ces décompositions devaient permettre aux Égyptiens de faire toutes sortes de calculs, si vous voulez, en arithmétique. Et l'on s'est demandé quelle méthode l'Égyptien employait-il. Parce que quand on regarde la démonstration, la méthode, les décompositions, elle suppose la connaissance de tous les théorèmes de l'arithmétique élémentaire. Mais la civilisation égyptienne étant une civilisation essentiellement initiatique, beaucoup de science est perdue du seul fait que les Égyptiens eux-mêmes gardaient jalousement leur science. Et les Grecs éprouvaient les plus grandes difficultés pour se faire initier. Pythagore en sait quelque chose, Platon en sait quelque chose, Eudoxe aussi, et tant d'autres. Alors, les Américains, en 1967, ont dit, nous allons voir si les Égyptiens procédaient par pur empirisme, ou bien s'ils utilisaient vraiment des méthodes rationnelles. L'ordinateur étant une machine rationnelle, parce que programmée comme telle, donc devait partager les chercheurs. Et les équations dont je vous ai parlé, qui sont au nombre de 50, lorsqu'ils sont des équations arithmétiques, quand elles sont traitées, elles supposent 22 239 décompositions possibles. Oui. Il y a 22 239 ou 219 décompositions possibles de ces 50 équations de numérateur 2 et de dénominateur impair. Par conséquent, si les Égyptiens procédaient par empirisme, puisque chacune des équations peut être la moins coûteuse, la moins onéreuse, et le résultat est que la machine de 1967 n'a pas battu le scribe d'il y a 4000 ans,
elle a retrouvé exactement les mêmes décompositions qui figurent sur le recto du papyrus Rind. Et ceci montre, à ne plus en douter, que l'Égyptien procédait donc par des voies purement rationnelles. Les Égyptiens ont inventé également la trigonométrie. Je vous montrais tout à l'heure des problèmes de trigonométrie qu'ils ont traités. Les progressions géométriques, arithmétiques étaient maîtrisées, ils pouvaient les sommer, ils donnaient des exercices là-dessus. Nous avons aussi dans le papyrus Rind des problèmes qui portent justement sur ces progressions-là, géométriques ou arithmétiques, et même des problèmes beaucoup plus complexes. On a des problèmes qui correspondent à des systèmes d'équations du premier ou du second degré, ou un mélange d'équations du premier et du second degré. Donc, les Égyptiens connaissaient aussi l'algèbre, la mécanique également, et l'on sait maintenant qu'ils utilisaient des plans inclinés d'une pente donnée pour manutentionner les tonnes de pierres dont ils ont besoin pour construire les pyramides, et les pentes étant restées sur place, en mesurant la pente, on peut calculer la réduction de la force d'attraction et connaître par conséquent la quantité de tonnes qui étaient manipulées par jour, et on a retrouvé ainsi le temps que les Égyptiens ont mis pour construire les différentes pyramides. C'était de l'ordre de 30 ans pour la pyramide de Khéops et de 19 ans pour la pyramide de Sénéfrou. Ce n'était pas un siècle. Et ceci sur des données mathématiques très précises. Et on sait également que les Égyptiens étaient de grands spécialistes en médecine. La médecine était tellement spécialisée qu'il y avait, selon le témoignage même d'Hérodote, des médecins uniquement pour les yeux, d'autres pour les maladies de l'estomac, ainsi de suite. Et il y avait aussi des généralistes et d'autres qui sont, si vous voulez, qui ne s'occupaient que des maladies, qui étaient des spécialistes de la guérison psychologique. Ce qu'on aurait pu appeler aujourd'hui les thérapeutiques spéciales, par exemple, qu'on utilise dans certains hôpitaux psychiatriques. Les Égyptiens connaissaient ces méthodes. Le traité du papyrus Smith, dont nous ne possédons hélas qu'une partie, montre que l'Égyptien était arrivé au niveau d'une véritable science en ce qui concerne la chirurgie osseuse. Et c'est dans le papyrus Smith que le cerveau a été désigné pour la première fois dans toute la littérature scientifique et médicale de l'Antiquité par son vrai nom, et c'est aussi la première fois que l'on a essayé, avant Broca pour ainsi dire, d'identifier les différentes fonctions du cerveau, c'est-à-dire les lésions du cerveau en liaison avec les paralysies que ces liaisons vont produire aux différentes parties du corps. Donc, tout cela montre que l'Égyptien avait atteint un niveau scientifique extrêmement élevé dès l'Antiquité. Ce niveau de la civilisation égyptienne ne concernait pas seulement les sciences exactes, il concernait également aussi les arts. Je vous ai dit que l'architecture en pierre de taille remonte à la 3e dynastie. L'art a influencé l'art égyptien, a influencé l'art grec, à n'en pas douter. Le canon pictural est le même, et on le retrouvera tout à l'heure, et ainsi de suite. Je voudrais juste donc illustrer très rapidement ce développement par quelques clichés que l'on va projeter avant d'arriver donc à la 3e phase. Donc, la 2e phase au cours de laquelle la civilisation égyptienne a transmis les valeurs de la civilisation à la Grèce correspond à la phase pendant laquelle l'Afrique, de nouveau, a transmis les valeurs de sa civilisation
à la Méditerranée septentrionale. Donc, vous voyez, une première période, c'est la période préhistorique. L'humanité naît en Afrique et sort de l'Afrique pour peupler les autres continents. Donc, ensuite, nous entrons dans la période historique. L'Égypte développe une civilisation dont elle transmet les valeurs à la Grèce, qui à son tour les transmet à l'Occident. Un mot seulement sur les savants qui ont été en Égypte pour s'initier. Le premier en date, c'est bien sûr Thalès. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, Thalès est allé en Égypte. Lorsqu'on parle de Thalès qui fait des arpentages, n'est-ce pas, et des mesures devant la grande pyramide, c'est vraiment une idée grotesque. Il faut ignorer presque tout de la civilisation égyptienne pour pouvoir soutenir des légendes de ce genre. Mais ce qui est sûr, c'est que Thalès est allé en Égypte et puis qu'il s'est initié, n'est-ce pas, à la science égyptienne. Et à cette époque-là, la Grèce était à l'état fruste. Il ne faut pas l'oublier. La science égyptienne est née, justement, sous la protection de l'État. Elle s'est développée au service de l'État parce qu'elle était indispensable pour la maîtrise de la nature dans la vallée du Nil. Donc la science était une tradition africaine, égyptienne. Par contre, toute la tradition grecque s'opposait à l'innovation, il ne faut pas l'oublier. Pythagore, Socrate est mort en buvant la ciguë, et vous savez qu'on l'avait soupçonné tout simplement de s'écarter de la morale de la cité et d'adopter donc des idées universalistes qui risquaient de saper les bases institutionnelles de la cité grecque. La Grèce, même celle de Platon, n'a jamais dépassé le cadre d'une cité. L'Égypte avait créé, l'Afrique avait créé pour la première fois un État-territoire groupant plusieurs cités, avec des institutions particulières, avec une toute autre philosophie politique, qui s'oppose point par point à l'individualisme septentrional hérité des steppes eurasiatiques. Donc, c'est Thalès qui va d'abord en Égypte, qui s'instruit de la mathématique égyptienne et qui a introduit la géométrie en Grèce. Mais la science était une nouveauté en Grèce qui n'était pas acceptée par la religion et la tradition grecque. La société la plus intolérante de l'Antiquité jusqu'à la Révolution populaire, jusqu'au triomphe des plèbes, c'est la société grecque. Étudier les structures sociales et la répression féroce de tous les novateurs. Anaximandre a failli, Anaxagore a failli être tué. C'est parce qu'il était l'ami de Périclès, et c'est Périclès qui l'a sauvé de justesse. Aristote s'est enfui, il a failli être tué. Platon s'est enfui, il a failli être tué. Socrate a été tué. Voilà la société grecque et son attitude à l'égard de ses savants. L'innovation philosophique, l'innovation scientifique, on n'en veut pas. Ce sont des notions étrangères aux structures sociales grecques. Jusqu'à la Révolution. L'élément porteur d'avenir de la société grecque, ce n'était pas son aristocratie. C'était la plèbe, les sans-feu ni lieu, qui n'avaient aucun droit, qui vivaient à l'extérieur des cités, qui par conséquent devaient conquérir le droit de cité par la force, qui, tout le potentiel laïque et rationnel de la société grecque se trouvait chez la plèbe. Et c'est avec la montée des plèbes que la société grecque s'est laïcisée dans les conditions que l'on sait et sur lesquelles je ne peux pas m'étendre, mais tout ceci pour dire donc